Hey, bienvenue. Quand Brigitte Bardot est morte en décembre 2025 à l'âge de 91 ans, la France n'a pas simplement perdu une ancienne star de cinéma. Elle a perdu bien plus qu'une actrice légendaire aux courbes mythiques et au regard magnétique qui avait fait vibrer des générations entières. Elle a perdu un symbole si profondément ancré dans l'ADN culturel du pays, dans l'imaginaire collectif français et même international, que son absence paraissait presque irréelle, presque impossible à concevoir. Pendant des décennies, Brigitte Bardot avait vécu dans une quasi-réclusion volontaire, protégée par de hauts murs de pierre, entourée uniquement de ses animaux sauvés et de convictions qu'elle n'a jamais édulcorées, jamais adoucies, même face aux critiques les plus virulentes. Pourtant, au moment même où elle s'est éteinte paisiblement dans sa chère demeure de la Madrague à Saint-Tropez, le monde entier s'est de nouveau précipité vers elle. Les médias, les fans, les curieux, tous ont été attirés comme par un aimant par une question qui l'avait suivi toute sa vie, une interrogation qui revenait sans cesse comme un écho persistant. Qu'a réellement laissé derrière elle Brigitte Bardot? À première vue, la réponse semblait évidente, presque banale pour une star de son envergure. Une fortune estimée à environ 65 millions de dollars, des demeures légendaires nichées sur la Côte d'Azur, une fondation portant fièrement son nom et dédiée à la cause animale. Mais l'argent n'a jamais été toute l'histoire avec Brigitte Bardot. Ce qu'elle a véritablement laissé derrière elle était bien plus complexe, bien plus troublant, parfois même dérangeant. Un héritage bâti sur des refus répétés, sur des choix radicaux qui ont choqué jusqu'à ses proches les plus intimes. Et à mesure que les détails de sa succession apparaissaient au grand jour dans les semaines et les mois suivant sa disparition, une chose devenait de plus en plus claire. Les retombées les plus émotionnelles, les plus douloureuses, ne viendraient pas du public anonyme ni des admirateurs nostalgiques, mais de l'intérieur même de sa famille, là où les blessures étaient les plus anciennes et les plus profondes. La richesse de Brigitte Bardot est née dans la contradiction la plus totale. Son pouvoir de gain était tout simplement extraordinaire, presque inégalé pour une actrice de l'époque, tandis que son rapport personnel à l'argent frôlait parfois l'hostilité, comme si la fortune elle-même était une ennemie dont il fallait se méfier ou qu'il fallait dompter. Remontons un peu dans le temps, aux années glorieuses. À la fin des années 1950 et tout au long des années 1960, Brigitte Bardot n'était pas simplement une actrice à succès parmi d'autres. Elle dominait financièrement le paysage du cinéma européen. À son apogée, elle était l'actrice la mieux payée de France, percevant des cachets qui rivalisaient sans complexe avec ceux des plus grandes vedettes masculines, à une époque où les femmes bénéficiaient rarement d'un tel levier économique et créatif. Pour des films devenus cultes comme Babette s'en va-t-elle en guerre, La Vérité ou Viva Maria, ses honoraires atteignaient les plus hauts niveaux du cinéma européen. Souvent, ces contrats étaient assortis de clauses de participation aux bénéfices exceptionnellement progressistes pour l'époque, lui permettant de toucher un pourcentage sur les recettes. Après le choc mondial provoqué par Et Dieu, créa La Femme en 1956, réalisé par Roger Vadim, les studios internationaux ne considéraient plus Bardot comme une simple actrice talentueuse. Ils la voyaient comme un véritable phénomène culturel, un sex-symbole capable de faire vibrer les salles du monde entier. Les producteurs américains lui proposèrent des contrats mirobolants, des engagements sur plusieurs films avec des salaires garantis faramineux, un logement de luxe à Los Angeles, des pourcentages généreux sur le box-office mondial, et même des véhicules de stars spécialement conçus pour elle. Un accord envisagé avec un grand studio hollywoodien à la fin des années 1950 l'aurait engagé sur une série de longs métrages avec des cachets croissants d'année en année. Ce type d'arrangement qui, plus tard, rendit des actrices comme Elizabeth Taylor incroyablement riches et indépendantes financièrement. Mais Brigitte Bardot refusa tout en bloc. Ce qu'elle a rejeté est presque aussi important, aussi révélateur, que ce qu'elle a effectivement gagné au cours de sa carrière. Elle a décliné des empires entiers de produits dérivés avant même que ce modèle ne devienne la norme dans l'industrie du divertissement. Cosmétiques, parfums, lingerie, vêtements, et même les tout débuts de la publicité télévisée. Son image, son visage, sa silhouette iconique furent copiés à l'infini par des marques du monde entier, mais elle n'a jamais protégé systématiquement son nom comme une marque déposée. Résultat, d'innombrables entreprises ont profité de l'esthétique « Bébé Bardot » sans jamais lui verser le moindre centime de royalties. Son biographe Yves Bigot remarquera plus tard que ce seul manque de contrôle sur son image et son nom lui avait probablement coûté des dizaines de millions de dollars au cours de sa vie. Elle a également résisté farouchement aux contrats de longue durée avec les grands studios, ces accords qui auraient pu lui assurer des revenus stables et confortables jusqu'à un âge très avancé. Là où d'autres stars acceptaient la sécurité financière en échange de certaines limites créatives,
Bardot a choisi la volatilité, la liberté à tout prix. Elle privilégiait les contrats film par film, renégociait en permanence ses conditions, et sacrifiait souvent des cachets plus élevés pour éviter une relocalisation géographique forcée ou un contrôle trop étroit sur sa vie personnelle. Trop loin, trop dangereux, disait-elle souvent à propos d'Hollywood. Mais ce danger n'était pas financier. Il était psychologique, existentiel. Elle craignait de perdre son âme, son identité, dans la machine à rêve américaine. Ironiquement, Brigitte Bardot n'était pas naïve face à l'argent. Fille d'un industriel aisé, elle comprenait parfaitement les mécanismes de la négociation, la valeur de la propriété intellectuelle et les rouages du business. Elle fut parmi les premières actrices en Europe à coproduire ses propres films, s'assurant ainsi une part des bénéfices plutôt qu'un simple cachet fixe. Elle examinait personnellement ses contrats, y ajoutait des clauses spécifiques concernant l'utilisation de son image, les calendriers de tournage, sa liberté de mouvement, parfois au grand désarroi des producteurs habitués à plus de docilité. Cette indépendance farouche eut cependant un prix élevé. Une mauvaise gestion des archives, une défense insuffisante de ses droits d'auteur firent que, pendant des décennies, Bardot ne perçut que peu ou pas de revenus résiduels de l'exploitation internationale de ses films. Au début des années 2000, elle intenta même des actions en justice pour récupérer des pourcentages qui, selon elle, n'avaient jamais été payés sur ses succès des années 1950 et 1960. Elle affirmait avoir été écartée de profits qu'elle avait pourtant contractuellement obtenus. Les tribunaux ne lui donnèrent pas toujours raison. À ce stade, une grande partie de l'argent avait déjà disparu, perdu dans le temps, dans les failles juridiques internationales et dans une industrie du cinéma qui n'avait jamais imaginé qu'elle vivrait assez longtemps pour venir réclamer des comptes. Au moment de sa mort, la fortune estimée de Brigitte Bardot, autour de 65 millions de dollars, n'était pas constituée de liquidités faciles à dépenser ni d'investissements diversifiés et rentables. L'essentiel était lié à l'immobilier de prestige, à son héritage intellectuel et culturel, et à des actifs déjà largement transférés à la Fondation Brigitte Bardot. Son bien le plus précieux restait la Madrague à Saint-Tropez, cette maison mythique achetée à l'origine pour une somme relativement modeste en 1958, mais qui avait vu sa valeur exploser au fil des décennies grâce à son emplacement exceptionnel en bord de mer, à sa valeur culturelle immense et à son importance historique dans la vie de l'icône. D'autres biens, comme la garrigue sur les hauteurs de Saint-Tropez, un vaste domaine de plusieurs hectares, ou une ancienne villa à Cannes vendue tardivement, contribuèrent également à cette richesse. Mais ce que Brigitte Bardot ne possédait pas, c'était ce type de fortune générationnelle et exponentielle typique des plus grandes stars mondiales d'aujourd'hui. Pas de contrat à long terme avec des groupes de luxe, pas d'empire du parfum générant des royalties pendant des décennies, pas de machine à licensing parfaitement huilée qui continue de produire de l'argent longtemps après la retraite. Sa fortune existait, elle était réelle, mais elle était statique, non exponentielle. Ce qui frappait peut-être le plus les observateurs, c'était la rapidité avec laquelle Bardot laissait l'argent lui échapper, comme si elle refusait de s'y attacher. Lorsqu'elle fonda son organisation de défense des animaux en 1986, elle le fit sans disposer du capital nécessaire pour une structure de cette envergure. Plutôt que de solliciter massivement des donateurs extérieurs ou de nouer des partenariats avec des entreprises, elle se liquida elle-même. Bijoux offerts par ses anciens compagnons, meubles précieux, œuvres d'art, vêtements de haute couture, objets profondément personnels et chargés d'histoire furent vendus publiquement aux enchères pour lever des fonds. Plus tard, elle alla jusqu'à hypothéquer la Madrague elle-même pour financer ses campagnes contre la chasse aux phoques, la corrida, la vivisection ou les abattoirs industriels. Ce n'était pas une philanthropie de surplus, de ce qui reste après avoir tout confortablement assuré. C'était une philanthropie de sacrifice total, presque ascétique. Brigitte Bardot ne considérait pas la richesse comme quelque chose à préserver jalousement pour soi ou pour ses descendants. Elle la voyait comme une ressource à épuiser consciemment au service d'une cause qui lui tenait plus à cœur que tout le reste. Au final, sa fortune n'a jamais été conçue pour protéger sa famille, assurer une dynastie ou immortaliser un mode de vie luxueux. Elle fut bâtie presque à contre-cœur, dépensée délibérément et démantelée méthodiquement. L'argent est venu à Brigitte Bardot parce que le monde entier exigeait son image, son charisme, sa sensualité. Il l'a quittée parce qu'elle refusait obstinément qu'il la définisse, qu'il la possède. Cette contradiction eut gagné comme un magnate tout en vivant comme une dissidente, et ce qui a façonné à la fois sa richesse et le choc silencieux laissé par son héritage. Lorsque Brigitte Bardot se retira définitivement du cinéma en 1973,
Elle n'avait que 39 ans. Peu de stars avaient quitté la scène à un tel sommet de gloire et de popularité. Pour elle, pourtant, la célébrité était devenue insupportable, étouffante, destructrice. Les paparazzi envahissaient littéralement son domicile, escaladaient les murs, campaient devant ses portes. Ses relations amoureuses s'effondraient les unes après les autres sous le poids de la pression publique constante. La dépression la poursuivait sans relâche, comme une ombre fidèle. Quitter le cinéma n'était pas une retraite stratégique calculée pour préserver son image. C'était une fuite, une survie. Bardot décrivit plus tard la célébrité comme quelque chose qui avait littéralement détruit sa vie privée, sa paix intérieure. En fermant définitivement la porte à sa carrière d'actrice, elle ferma aussi celle de la source de revenus la plus fiable et la plus abondante qu'elle n'aurait jamais connue. À partir de ce moment-là, sa fortune cessa de croître au sens traditionnel du terme. Les royalties arrivaient au compte-gouttes. Quelques accords de licence subsistaient çà et là, mais Brigitte Bardot n'avait plus aucun intérêt à accumuler de la richesse pour elle-même. Elle voulait dépenser ce qui lui restait pour une cause qui, à ses yeux, comptait infiniment plus que n'importe quel héritier humain. En 1986, lorsque Brigitte Bardot annonça officiellement la création de la Fondation Brigitte Bardot, beaucoup pensèrent qu'elle se contentait de prêter son nom célèbre à une bonne cause, comme tant d'autres célébrités l'avaient fait avant elle. La réalité était bien plus radicale, bien plus financièrement dévastatrice pour son patrimoine personnel. De son propre aveu, Bardot ne disposait plus du capital liquide nécessaire pour lancer une fondation d'une telle envergure. Des décennies après avoir quitté le cinéma, elle restait immensément célèbre, mais elle n'était pas liquide. La somme nécessaire pour établir solidement la structure, environ 3 millions de francs français à l'époque, dépassait largement ses moyens immédiats. Elle refusa catégoriquement les sponsors d'entreprises, le soutien politique ou les galas de charité mondains. Elle ne voulait aucun bienfaiteur susceptible de diluer la pureté de la mission ou d'imposer des compromis. À la place, elle se tourna vers elle-même et commença à démonter méthodiquement sa propre vie matérielle. Objet après objet, ce qui suivit ne releva pas du sacrifice symbolique. Ce fut une véritable liquidation, presque une forme d'autodestruction contrôlée. Bardot commença modestement, en installant des étals sur les marchés de Saint-Tropez où elle vendait directement au public ses effets personnels. Bracelets rapportés du Brésil, colliers du Mexique, photographies dédicacées, chapeaux, jupes, robes. Des objets autrefois associés au glamour le plus pur furent réduits à de simples instruments de financement pour une cause que peu de gens voulaient vraiment soutenir à l'époque. Lorsque cela ne suffit plus, elle passa à l'étape supérieure. À Paris, elle organisa une grande vente aux enchères publiques qui stupéfia les observateurs et fit la une des journaux. Des bijoux offerts par son ancien mari Gunther Sachs, des pièces autrefois photographiées dans les magazines de mode les plus prestigieux, furent vendues au plus offrant. Sa robe de mariée de son union avec Roger Vadim passa sous le marteau. Argenterie, meubles anciens, œuvres d'art, objets décoratifs et même sa guitare furent proposés à des inconnus. Rien ne fut épargné par sentimentalisme. Au contraire, c'est précisément le sentimentalisme qu'elle accepta de sacrifier. Pendant la vente, Bardot formula avec une franchise désarmante la logique derrière ce que beaucoup considéraient comme une forme d'autodestruction. J'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Maintenant, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. Ce n'était pas un simple slogan médiatique. C'était une véritable politique financière, une philosophie de vie appliquée à son patrimoine. Une fois la fondation créée, Brigitte Bardot réorganisa l'ensemble de son patrimoine autour de cette nouvelle entité. Elle commença à transférer ses biens non comme de simples dons ponctuels, mais comme des piliers structurels destinés à assurer la survie à très long terme de l'organisation. Avec le temps, la fondation devint le propriétaire de fait, ou le bénéficiaire principal, de presque tout ce qu'elle possédait. Sa propriété la plus importante, la Madrague à Saint-Tropez, ne fut plus seulement une résidence privée. Elle devint une garantie, un actif stratégique. Bardot l'hypothéqua à plusieurs reprises pour financer des campagnes internationales. Lorsque des critiques s'interrogèrent plus tard sur le peu de choses laissées à sa famille, la réponse était simple et sans détour. L'argent avait déjà été dépensé, souvent des décennies auparavant, au service des animaux. Au début des années 1990, Bardot transféra également la Madrague à la Fondation afin d'en assurer la reconnaissance d'utilité publique. Juridiquement, la maison cessa d'être uniquement la sienne. Concrètement, elle devint le cœur battant même de la Fondation.
À partir de ce moment, Brigitte Bardot vécut à l'intérieur de la fondation plutôt qu'à côté d'elle. Les droits issus de ses films, de sa musique et de l'exploitation de son image affluaient directement vers les comptes de l'organisation. Lorsque de rares accords commerciaux furent acceptés, comme le sac Lancel portant son nom, ils furent structurés pour soutenir les frais de fonctionnement de la fondation. Bardot elle-même menait une vie d'une austérité frappante, presque monacale. Elle n'avait ni personnel nombreux, ni yacht, ni garde-robe luxueuse. Elle cuisinait souvent pour elle-même, conduisait des voitures modestes et décrivait son quotidien comme extrêmement simple. Des entretiens des années 2000 montrent une femme qui avait consciemment dissocié son identité profonde de la notion de richesse matérielle. « J'aime le goût du luxe, disait-elle, mais pas la richesse elle-même. J'aime le confort, pas l'opulence. » Financièrement, cela signifiait que Brigitte Bardot cessa complètement d'accumuler des biens personnels. Chaque nouvel euro avait déjà une destination précise, signée pour les animaux. Cette dévotion absolue eut des conséquences directes et prévisibles. En orientant presque tous ses actifs vers la fondation de son vivant, Bardot s'assura que son fils unique et ses petites-filles n'hériteraient que du strict minimum légal prévu par le droit français. Ce n'était pas un oubli, ni une négligence. C'était un choix délibéré, mûrement réfléchi. Ses proches remarquaient que Bardot ne considérait pas l'héritage comme une obligation morale automatique. Dans sa vision du monde, les animaux ne l'avaient jamais trahi, n'avaient jamais exigé d'explications, n'avaient jamais intenté de procès contre elle. Ils avaient simplement souffert en silence, et elle avait répondu avec tout ce qui lui restait. Son temps, son argent, sa vie entière. Au moment de sa mort, la fortune de Brigitte Bardot existait surtout sur le papier. Valeur immobilière, capital culturel et symbolique, et une organisation soutenue par des décennies d'engagement personnel total. Ce qui choqua le public, ce ne fut pas qu'elle ait laissé sa richesse aux animaux, mais à quel point elle l'avait déjà fait, bien avant sa disparition. La fondation n'était pas simplement son héritière. Elle était la forme finale, aboutie, de toute sa vie. Brigitte Bardot n'a pas bâti une fortune pour la transmettre à ses descendants. Elle en a bâti une pour la démanteler méthodiquement, consciemment et sans le moindre regret apparent. La Madrague, son sanctuaire en bord de mer à Saint-Tropez, n'a jamais été un simple bien immobilier comme les autres. Acheté en 1958, c'est là que Bardot chercha la paix après les tourments de la gloire, abrita des dizaines d'animaux abandonnés et se cacha d'un monde qu'il adorait trop bruyamment. Avec le temps, sa valeur explosa, en faisant le joyau incontesté de sa succession. Pourtant, même la Madrague n'était pas destinée à sa famille au sens traditionnel du terme. Bardot précisa clairement que la propriété servirait à terme sa fondation, potentiellement transformée en un lieu de mémoire ou de refuge dont les droits d'entrée modestes soutiendraient la cause animale longtemps après sa mort. Ce faisant, elle s'assura que son bien le plus précieux ne serait jamais liquidé au profit d'un héritage purement personnel. Pour son fils unique, cette décision eut un poids émotionnel immense. Brigitte Bardot n'eut qu'un seul enfant, Nicolas Charrier, né en janvier 1960 durant la période la plus chaotique et la plus exposée de sa vie. À cette époque, Bardot n'était plus seulement célèbre. Elle était assiégée de toutes parts. Sa grossesse se déroula sous une surveillance médiatique incessante. Des photographes campaient littéralement devant son domicile, les journaux spéculaient sans relâche sur chaque détail, et même l'accouchement devint un spectacle public presque indécent. Bardot racontera plus tard que des inconnus se déguisaient en personnel médical pour tenter de s'introduire chez elle, appareils photo collés aux fenêtres, réduisant toute intimité à néant. Pour elle, la maternité ne fut pas un refuge tendre, un moment de joie pure. Elle fut un traumatisme profond. Elle admettra plus tard avoir associé la naissance de son fils non pas à la tendresse ou à l'émerveillement, mais à la panique, à l'étouffement et à la perte totale de contrôle sur sa propre existence. Il y avait une hystérie autour de moi, dira-t-elle lors d'entretiens ultérieurs, expliquant que cette invasion fut si totale qu'elle rompit définitivement son lien émotionnel avec l'expérience de la maternité. Selon ses propres mots, ce n'était pas Nicolas qu'elle rejetait en tant que personne, mais le moment où il entra dans sa vie, ce contexte de folie médiatique qui transforma ce qui aurait dû être intime en cirque public. Lorsque Brigitte Bardot se sépara de l'acteur Jacques Charrier, le père de Nicolas, leur fils était encore très jeune. La garde fut confiée à Charrier et Nicolas fut élevé en grande partie loin de sa mère, en dehors de l'éclat aveuglant de la célébrité française. Bardot ne se battit pas pour obtenir la garde.
Elle ne tenta pas vraiment de reconstruire un rôle maternel conventionnel. Elle se retira émotionnellement, géographiquement et psychologiquement. À mesure que Nicolas grandissait, la distance se durcit en silence. Bardot parlait rarement de lui en public, et lorsqu'elle le faisait, ses propos étaient d'une franchise frappante, parfois cruelle aux yeux de beaucoup. Elle décrivait la maternité comme une contrainte qu'elle n'avait jamais réellement désirée, un rôle imposé par la biologie et les circonstances plutôt que par un choix personnel profond. Cette honnêteté brutale, cohérente avec son refus constant d'édulcorer la vérité, eut un prix très lourd. La rupture devint quasiment irréversible en 1996 avec la publication de son autobiographie initiale Bébé. Dans ce livre, elle écrivait une phrase qui marquerait pour des décennies la perception publique de sa relation avec son fils. Elle aurait, selon ses mots, préféré donner naissance à un petit chien plutôt qu'à un enfant. Pour Nicolas, ce ne fut pas une simple provocation littéraire. Ce fut une humiliation publique profonde. Il poursuivit sa mère en justice pour préjudice moral, affirmant que ce passage lui avait causé un dommage psychologique durable. Le procès approfondit encore leur éloignement et transforma une fracture privée en scandale public retentissant. Bardot ne retira jamais ses propos. Elle les expliqua, affirmant qu'ils reflétaient simplement sa vérité intérieure, sans intention de nuire volontairement. Ce qui en ressortit ne fut pas un simple conflit d'argent ou de garde, mais une lutte beaucoup plus fondamentale pour la reconnaissance humaine. Un fils demandant à être reconnu comme un être à part entière, et une mère refusant de réécrire sa propre histoire pour apaiser les blessures d'autrui. Avec les années, l'âge adoucit quelque peu les contours de cette relation sans jamais effacer complètement la blessure originelle. Bardot reconnut qu'elle et Nicolas avaient repris un contact limité. Quelques appels téléphoniques, de brèves visites lorsqu'il venait à Saint-Tropez depuis la Norvège, parfois accompagné de son épouse et de ses filles. Elle parlait de lui avec un mélange étrange de distance respectueuse et d'affection prudente, disant qu'elle l'aimait d'une manière particulière, tout en admettant qu'il ne serait jamais proche au sens conventionnel du terme. Leur relation n'évolua jamais vers une réconciliation spectaculaire, hollywoodienne. Il n'y eut ni embrassade publique émouvante, ni interview commune touchante, ni geste symbolique de réparation théâtrale. À la place s'installa une trêve fragile, du respect mutuel sans intimité réelle, un contact sporadique sans proximité profonde. Sur le plan juridique, Nicolas Charrier demeure son unique héritier. En vertu du droit français, il a droit à une part réservataire de ce qui subsiste de son patrimoine personnel. Mais l'expression « ce qui subsiste » est essentielle ici. Bardot avait transféré la majeure partie de ses biens bien avant sa mort. Il n'y eut pas de testament spectaculaire de dernière minute, aucun revirement choquant. Tout avait été organisé, planifié, des années à l'avance. Son fils hérita donc de ce qui restait, non pas des millions en liquidité facile, mais la part symbolique d'une vie déjà largement dépensée au service d'une cause plus grande à ses yeux. Pour Nicolas et ses filles, qui vivent discrètement en Norvège, l'héritage fut moins une question d'argent pure que d'une tentative douloureuse de réconciliation avec une mère qui avait toujours aimé d'une manière différente, non conventionnelle, parfois déroutante. Les dernières années de Brigitte Bardot furent assombries par des controverses politiques. Ses prises de position souvent tranchées, parfois extrêmes, lui valurent plusieurs condamnations par les tribunaux français pour incitation à la haine. Ces déclarations éloignèrent d'anciens admirateurs et compliquèrent la sympathie du public après sa disparition. Pourtant, même ses détracteurs les plus farouches reconnaissaient généralement la sincérité absolue de son engagement envers les animaux. Si ses paroles à l'égard des êtres humains choquèrent souvent, ses actes concrets en faveur des animaux ne faiblirent jamais. Cette contradiction morale l'accompagna jusque dans la mort, façonnant la perception de sa fortune non comme un simple trésor familial à transmettre, mais comme une déclaration éthique forte, radicale. Au final, Brigitte Bardot n'a pas laissé derrière elle une fortune destinée à réconforter, à récompenser ou à panser de vieilles blessures familiales. Elle a laissé une vie entière façonnée par le refus. Refus de transiger, refus de se justifier, refus d'adoucir des choix qui ont coûté cher à sa famille. Pour ceux qui lui étaient les plus proches, la douleur n'a jamais été principalement une question d'argent. Elle était celle de ce que cet argent symbolisait. La distance émotionnelle, les priorités radicalement différentes, et un amour exprimé d'une manière qui ne paraissait jamais tout à fait conventionnelle. Alors, qu'en pensez-vous, chers amis ? L'ultime geste de Brigitte Bardot fut-il un acte de courage moral absolu,
Une fidélité totale à ses convictions les plus profondes? Ou fût-ce, au contraire, un retrait émotionnel supplémentaire, une forme de fuite ultime face aux responsabilités familiales? Devait-elle davantage à sa famille biologique? Ou a-t-elle déjà donné tout ce qu'elle pouvait donner de la seule manière qu'elle connaissait vraiment? Dites-le moi en commentaire. Partagez vos réflexions, vos émotions, vos analyses. Cette histoire vous a-t-elle touché? Vous a-t-elle fait voir Brigitte Bardot sous un jour différent, plus nuancé, plus humain? Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui aiment les récits complexes derrière les légendes, et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires méconnues, d'autres destins fascinants de ces icônes que nous pensions connaître par cœur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et des animaux autour de vous.